Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui dans le cycle des conférences Savoir pour tous Jean-Christophe Gay, qui est donc agrégé de géographie, professeur des universités à l'Institut d'administration des entreprises de Nice, qui est une composante de l'Université de Nice. Il est membre de l'UMR Espace Dev, donc une UMR de l'IRD. Il a été chargé de recherche à l'IRD ici à Tahiti, à Arué, entre 1987 et 1989. Il a été par la suite maître de conférence à l'Université de La Réunion, puis professeur à l'Université de Montpellier III. Il a été, entre autres choses, beaucoup de publications, mais il a été, entre autres choses, le co-directeur scientifique de l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie lors d'un poste à Nouméa pendant 3 ans. Voilà, moi je te laisse la parole. Merci Denis, merci d'être venu ce soir pour cette conférence donc sur un sujet qui est un peu ardu, les Outre-mer européens, et sur lequel donc, je viens de publier un ouvrage à la documentation française. Alors il y a une quinzaine d'années, j'avais publié à la documentation française un ouvrage sur l'outre-mer français. Et donc il y a 2 ans, la documentation française me demande d'actualiser cet ouvrage. Et je leur ai proposé, plutôt que de faire une actualisation, j'aurais proposé un ouvrage sur les outre-mer européens, sur lequel il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, je me suis beaucoup mordu les doigts de leur décision d'approuver ce projet parce que bon, ça m'a pris énormément de temps, parce qu'il y a très peu de choses sur les outre-mer européens. Il n'y a aucune synthèse qui est faite. Il y a quelques Danois qui travaillent là-dessus. En publication, c'est très compliqué. Sur le plan des statistiques aussi, c'est très compliqué parce qu'au niveau européen, on a Eurostat qui couvre des régions ultra-périphériques, mais pour les PTOM, c'est très difficile d'avoir des statistiques homogènes. Enfin, il n'y a pas de statistiques homogènes. Donc, ça a été un peu un chemin de croix de faire cet ouvrage. Bon, donc je vais essayer ce soir de vous faire connaître un peu mieux ces outre-mer européens qui sont très peu connus. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez votre député européen pour la zone Pacifique, ni le député européen pour l'océan Indien ou pour la Caraïbe. Donc c'est un ensemble qui est très peu connu. Alors je ne suis pas là pour faire la promotion de l'Union européenne dans les Outre-mer, donc je n'ai aucun intérêt à Bruxelles. Et donc je vais essayer d'avoir le discours le plus neutre possible et d'essayer de problématiser ce sujet. Alors d'abord, on va commencer par ce qu'est l'outre-mer européen aujourd'hui. Donc l'outre-mer européen aujourd'hui, c'est un ensemble extrêmement dispersé, essentiellement d'îles, qu'on va trouver aux 4 coins du monde. C'est 6 millions d'habitants à peu près. 6 millions d'habitants sur une population de l'Union européenne qui est de un peu plus de 500 millions d'habitants. Vous voyez, c'est un peu plus de 1% de la population de l'Union européenne. Et vous avez donc des entités qui se trouvent à une certaine distance, à une bonne distance du continent européen, les plus proches étant donc, ces entités appartenant au Portugal et à l'Espagne, donc les Canaries, les Açores et Madère, qui font partie de ce qu'on appelle la Macaronésie, que vous voyez ici. Donc cette Macaronésie qui comprend, outre donc, les Açores qui appartiennent au Portugal, Madère au Portugal, les Canaries espagnoles, les îles du Cap-Vert qui sont, elles, indépendantes, qui ne font pas partie des outre-mer européens. Donc Macaronésie, c'est déjà un premier nom à connaître, Macaronésie, c'est-à-dire les îles des bienheureux, ça veut dire ceci. Alors si on revient donc à la carte de cette outre-mer, vous avez pas mal d'entités qui se trouvent dans la Caraïbe, que vous voyez ici. Vous avez aussi des collectivités ultramarines qui se trouvent dans le sud de l'océan Atlantique, qui appartiennent aux Britanniques. Vous avez des entités qui se trouvent dans l'océan Indien, à la fois britanniques comme le territoire britannique de l'océan Indien, Mayotte, La Réunion ou les terres australes et antarctiques françaises. Et puis vous avez donc le Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française et Pitcairn.
Donc tout ça fait un ensemble extrêmement dispersé, avec pour l'entité la plus peuplée qui est donc les Canaries, à peine plus de 2 millions d'habitants. Et si on regarde le total de la population de la Macaronésie, en fait, vous avez la moitié des ultramarins européens qui habitent en Macaronésie, donc l'ensemble Açores, Madère, îles Canaries. Alors, le caractère disparate de ce territoire, il apparaît à l'évidence aussi lorsqu'on regarde les paysages, lorsqu'on regarde les climats, lorsqu'on regarde les populations. Bon, vous avez à la fois des paysages tropicaux pour les îles tropicales, alors ici une plage à Aruba avec une mise en tourisme très forte, puis à l'opposé, vous avez des communautés qui sont polaires, subpolaires, comme ici le village de Miquelon sur l'île de Miquelon, dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez des espaces qui sont particulièrement mis en tourisme, touristifiés. Je pense en particulier donc aux Canaries, qui est le géant touristique des outre-mer européens, avec plus de 12 millions de touristes actuellement, et une fréquentation qui est essentiellement dominée par les Britanniques et les Allemands, et puis une urbanisation qui est très forte, des parties du littoral canarien qui a été transformée fortement, comme vous le voyez sur cette photo. Des diversités culturelles qui est très forte. Alors ici, une photo de Mahorez avec son masque de beauté, donc des spécificités culturelles qui sont flagrantes, entre cette Mahorez avec son masque de beauté et puis ces parlementaires groenlandais en costume traditionnel qui font leur rentrée parlementaire chaque premier jeudi de mois de septembre et qui traversent la ville de Nuuk. Bon, et vous avez un monde de différence. Alors, avant de poursuivre, bon, les outre-mer européens, il faut évoquer ce terme d'outre-mer, qui est un terme à définir et surtout à comprendre ce qu'il signifie. Alors, l'usage d'outre-mer se diffuse dans les années 30. Se diffuse dans les années 30 avec en particulier en 1934 l'école coloniale qui est rebaptisée École nationale de la France d'outre-mer, l'ENFOM. Et l'année d'après, en 1935, le musée des colonies devient le musée de la France d'outre-mer. Donc vous le voyez ici sur cette affiche. Donc la France d'outre-mer et son aquarium. Donc c'est ce musée de la France d'outre-mer qui dépend du ministère des colonies qui lui changera de nom en 1946, donc avec la nouvelle constitution. Qui met fin juridiquement à la colonisation. On passe d'un ministère des colonies à un ministère de l'outre-mer. Bon, en fait, outre-mer est finalement une façon euphémisée d'évoquer les colonies. France d'outre-mer est strictement le synonyme de colonie française, au moins jusqu'en 1958. Les Outre-mer, si on veut essayer de trouver une unité dans tout ça, entre les zones polaires, les zones équatoriales, ces îles émiettées sur tous les océans, le point d'unité, c'est finalement leur histoire. En fait, ce sont des miettes des colonies européennes. Ici, vous avez cette carte des colonies européennes en 1940, au moment de leur plus grande extension. Bon, vous voyez l'importance que couvrent ces colonies, à la fois les colonies britanniques avec l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Empire des Indes, colonies françaises, l'Afrique équatoriale, l'Afrique occidentale, l'Indochine, Madagascar, et puis des îles et la Guyane, les colonies belges avec le Congo, les colonies italiennes avec l'Éthiopie, la Libye, et une partie de la Somalie, les colonies espagnoles avec la Guinée espagnole, avec le Sahara espagnol, les colonies portugaises avec en particulier l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, enfin la Guinée portugaise qui deviendra la Guinée-Bissau, Macao, les colonies néerlandaises avec notamment le Suriname ici et donc les Indes néerlandaises, les colonies danoises, donc avec ici, vous voyez les îles Féroé et l'Islande, et les colonies norvégiennes tout au nord. Donc on a à ce moment-là une Europe qui couvre une surface considérable. Alors vous voyez sur ce tableau la superficie des colonies européennes en 1938.
Alors, il faut faire attention parce qu'on intègre en 1938 des pays qui sont déjà largement souverains, comme l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Hein. C'est pour cela que, bon, on arrive à 33 millions de kilomètres carrés pour l'Empire britannique. En fait, bon, c'est beaucoup moins. L'Empire britannique a à peu près, si on enlève ces 4 pays, à peu près la même superficie que la France, donc 12 millions de kilomètres carrés. Alors la France aujourd'hui, la France d'outre-mer aujourd'hui, c'est à peu près 120 000 kilomètres carrés. Donc c'est-à-dire qu'il reste 1% aujourd'hui de l'empire colonial français des années 30. Hein. Et si on regarde ce qui reste de l'empire britannique, c'est 0,05%. Hein. Donc c'est vraiment des miettes qu'il reste hein, aujourd'hui de ces empires. Alors ces miettes, bon, bien ce sont des hommes, ce sont des territoires où l'arrière-plan colonial est toujours très présent. Et je vais prendre quelques exemples qui montrent la prégnance encore aujourd'hui de cet arrière-plan colonial, en particulier avec les Malouines, hein, donc Malouines ou Falkland, hein, que vous voyez ici, hein, donc au sud-est de l'Argentine, Malouines ou Falkland, qui ont été donc occupés d'abord par Bougainville dans son voyage vers le Pacifique, qui a compris la position stratégique de ces îles en route vers le Pacifique, ensuite cédé par la France aux Espagnols, pris aux Anglais, et depuis 2 siècles maintenant, donc des îles qui sont en fait disputées entre les Espagnols et ensuite les Argentins et les Britanniques, ce qui a donné en 1982 la fameuse guerre des Malouines, donc une guerre dans laquelle vous avez eu 900 morts, hein, 900 morts pour 3000 habitants. Donc 900 personnes ont trouvé la mort, essentiellement des Argentins, pour les 3/4 sont des Argentins qui ont trouvé la mort. Hein. Alors, bon, les Britanniques ont repris les Malouines. C'est un PTOM aujourd'hui. Ça a d'ailleurs entraîné une modification du statut de citoyenneté britannique des territoires ultramarins. Mais le conflit n'est toujours pas fini, puisque vous voyez aujourd'hui la zone économique exclusive des Britanniques, enfin revendiquée par les Britanniques, hein, donc cerclée de rouge, et la zone économique exclusive revendiquée par les Argentins. Hein, donc la zone économique exclusive revendiquée par les Argentins inclut les 2 zones économiques exclusives des Britanniques. Alors l'intérêt, c'est que, en fait, vous voyez ces taches jaunes, hein, bien, ce sont des zones où on a trouvé des hydrocarbures. Hein, et donc vous avez des réserves de pétrole probablement importantes, hein, d'où l'enjeu ici économique de revendiquer ce territoire. Un autre exemple d'arrière-plan colonial qui est encore plus flagrant, plus manifeste, c'est la question des Chagossiens. Alors je ne suis pas sûr que vous connaissez les Chagossiens, les habitants des Chagos. Alors, les Chagos ici, donc c'est un petit archipel corallien en plein cœur de l'océan Indien. Hein, donc ça fait partie, c'est ce qu'on appelle le territoire britannique de l'océan Indien, un BIOT, un BIOT. Ce territoire a une histoire très triste pour sa population, puisqu'en fait il dépendait de la colonie mauricienne jusque dans les années 60. Hein. Et en 1965, les Britanniques décident de le détacher de Maurice, alors qu'on était en train de discuter de l'indépendance de Maurice, donc Maurice qui va avoir son indépendance à la fin des années 60. Donc c'est détaché de Maurice pour conserver cet archipel et pour le louer ensuite aux Britanniques, aux États-Unis, qui vont y construire donc une base navale et aérienne de premier plan. Et concomitamment qui vont expulser tous les Chagossiens de leur territoire, qui vont être expulsés en partie vers les Seychelles, enfin la plus grande partie va être expulsée vers Maurice. Et depuis maintenant 50 ans, ces Chagossiens donc, se battent pour retrouver leur territoire, pour revenir sur leur île. Ils sont dans des bidonvilles à Port-Louis, à Maurice, et vous voyez ici donc cette manifestation assez récente de 2016. Donc aujourd'hui, bon, leur combat continue. Il est devant les Nations Unies, il est devant les plus hautes cours britanniques. Bon, ils ont bon espoir, mais le problème des Chagos et des Chagossiens, enfin le problème des Chagossiens surtout,
c'est que la situation est tout à fait remarquable. Pour les États-Unis qui ont cette base, vous voyez ici, ils sont leurs bombardiers peuvent accéder facilement à l'Afghanistan, à l'Irak, à la péninsule arabique. Donc vous voyez les zones ici en guerre. L'Asie du Sud-Est est tout près, à quelques milliers de kilomètres. Bon, c'est une position extraordinaire. Et donc, avant que les États-Unis cèdent leur territoire pour une poignée de Chagossiens qui retourneront sur leur île, bon, il risque de couler pas mal d'eau sous les ponts. Hélas. Un autre élément qui relève l'arrière-plan colonial de ces outre-mer ultramarins, de ces outre-mer européens, pardon, c'est les territoires français qui sont contestés par des ex-colonies voisines. Je pense en particulier d'abord à Mayotte, qui est revendiquée par la République des Comores, sachant qu'en 1974-75, en fait, la France a effectué, donc a mis en place un référendum d'autodétermination aux Comores, et que le résultat a été en fait enregistré non pas au niveau de l'ensemble des Comores, mais île par île. C'est un peu comme si on faisait un référendum en Polynésie française et que, par exemple, l'ensemble des archipels, sauf les Marquises, souhaitent son indépendance. Et à ce moment-là, on accorde l'indépendance à tous les archipels, sauf les Marquises, qui resteraient françaises. C'est ce qui s'est passé, en fait, aux Comores en 1975. Et donc, aujourd'hui, on a cette île française à proximité d'un pays misérable, donc les Comores, Grande Comore, Mohéli et Anjouan. Même chose, mais là, il n'y a pas d'habitants en jeu, mais une revendication de l'île de Tromelin au nord de la Réunion par l'île Maurice. Alors, on en a parlé un petit peu l'an dernier de Tromelin en 2016-2017 parce qu'il y avait un projet de cogestion de cette île corallienne, de cogestion entre Maurice et la France, mais il y a eu des parlementaires qui se sont révoltés en disant qu'on allait céder à Maurice un territoire. Alors, ce n'est pas pour l'île elle-même, c'est un îlot corallien. En fait, c'est parce que vous avez une zone économique exclusive autour de Tromelin de 285 000 km², donc avec les ressources qu'on pourrait trouver, dont on pourrait tirer profit. Et troisième exemple de ces territoires contestés par des ex-colonies, eh bien, les îlots Matthew et Hunter, que vous voyez ici, qui, pour la France, appartiennent à la Nouvelle-Calédonie et qui sont revendiqués par le Vanuatu. Donc ces îlots, ici, Matthew et Hunter, qui sont des îlots volcaniques, qui dépendent géologiquement du Vanuatu, ils sont revendiqués aujourd'hui par le Vanuatu. L'arrière-plan colonial, on le voit aussi dans la question des peuples autochtones. Les peuples autochtones, c'est-à-dire ces premiers occupants d'une contrée et leurs descendants qui ont subi des conquêtes, des occupations, une domination coloniale par des populations de cultures et d'ethnies différentes. Donc ces peuples autochtones qui représenteraient à peu près 4% de l'humanité aujourd'hui, donc un 25e environ, bien, ces peuples autochtones, ils se manifestent aujourd'hui, ils sont de plus en plus visibles dans les outre-mer européens. Alors j'ai pris l'exemple de la Guyane, vous avez les 6 nations amérindiennes que vous voyez ici manifester dans les rues de Cayenne, donc vous voyez leur nom de ces 6 nations. Ces 6 nations amérindiennes militent pour leurs droits, pour des droits coutumiers qu'elles n'ont pas obtenus, alors qu'elles n'ont pas renoncé à leur statut coutumier, à l'article 75 de la Constitution. Et en compensation, si vous voulez, l'État français, en 1987, leur a accordé des zones de droit d'usage collectif, des ZDUC, que vous voyez ici dessinées en mauve sur cette carte. Donc ces ZDUC, elles ont été mises en place au profit des communautés tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, ce qui a permis d'éviter le blocage par le Conseil constitutionnel si on avait utilisé les termes d'autochtones ou d'amérindiens. Donc cette périphrase a permis d'éviter ce blocage, même si sur le plan juridique tout ça est très complexe et très contesté. Le problème des peuples autochtones, il se voit aussi au travers, et l'arrière-plan colonial, il se voit aussi au travers des autodéterminations, qu'il s'agisse
de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, qui a fait parler beaucoup d'elle il y a quelques jours, avec le référendum du 4 novembre, ou aussi potentiellement de l'autodétermination du Groenland, qui est possible à tout moment si le Parlement groenlandais le décide. Alors vous voyez sur cette caricature, vous voyez ce monsieur, ce pêcheur dont le chien est en train de dévorer le drapeau danois, et qui pêche, et on lui demande tu continues à chercher encore du pétrole, qui montre que les ressources en fait, naturelles sont au cœur du débat de l'indépendance au Groenland. Le Groenland est riche de ressources minérales de toutes sortes, terres rares, pétrole, etc. Et donc le débat sur l'indépendance, il repose sur la viabilité économique de ce territoire. Et donc cet Inuit ici, puisque c'est le peuple autochtone qui habite le Groenland, cet Inuit est en train de rêver à un développement économique avec ses gratte-ciel igloo et le drapeau groenlandais qui flotterait sur ces gratte-ciel igloo. Alors pareil, l'autodétermination, bon, en Nouvelle-Calédonie est peut-être plus avancée puisqu'il y a déjà eu un scrutin d'autodétermination qui s'est déroulé il y a quelques jours. Vous voyez ce cadeau de l'année 2018 sur cette caricature du chien bleu, donc le célèbre journal satirique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous voyez ici les résultats du scrutin du 4 novembre, les résultats donc, commune par commune, qui vous montrent le clivage de la Nouvelle-Calédonie. Donc avec, en bleu, les communes qui ont voté majoritairement pour rester françaises, donc qui sont minoritaires, mais c'est les communes qui pèsent le plus lourd, bien sûr. Vous voyez le poids de l'agglomération de Nouméa, Mondor, Dombéa, Païta, Nouméa. Bon, vous voyez ici que le tracé de la province sud, en fait, il suit quand même très bien le résultat électoral. C'est normal puisque les provinces ont été tracées sur le poids de la population kanak européenne, sur le ratio. Bon, vous voyez que très peu de communes hors de la province sud ont voté pour le maintien dans la France. Alors, vous avez le cas de Pointe-Bout ici et de Koumak ici, mais sinon, toutes les autres communes ont voté massivement pour l'indépendance. Regardez les îles Loyauté. Regardez la côte océanienne, donc la province nord, en particulier Yengen, qui a le taux le plus fort, 95% quasiment pour l'indépendance. Regardez Bélep, regardez aussi... Alors, ce référendum, en fait, il est un peu complexe, parce que, à analyser, c'est la première fois que les Kanaks progressent depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ils pèsent à peu près 40% dans la population. Là... 43% de oui, c'est un peu mieux, c'est un peu plus que ce qu'ils représentent dans la population, même si sur le corps électoral c'est encore différent. Et finalement, ça débouche sur une question, sur la question de qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire 2 autres référendums? Et donc là, pour le moment, les positions sont très contrastées, très opposées. Donc il va falloir réfléchir à tout ça. Il va falloir trouver des solutions, peut-être des solutions très innovantes. Alors, en termes de peuple autochtone, en termes de revendications, vous avez la question des signes identitaires qui n'a pas trop posé de problème ici, puisque en Polynésie française, vous avez un drapeau, vous avez un hymne, vous avez des décorations. Au Groenland, en 85, on a choisi son drapeau, donc, qui pavoise à côté du drapeau danois. Bon, la question du drapeau en Nouvelle-Calédonie n'est toujours pas réglée. On a réglé la question de la devise, terre de parole, terre de partage, l'hymne, mais le nom et le drapeau ne sont toujours pas réglés. Et donc là, vous voyez cette photo à l'occasion des Jeux du Pacifique 2011 où il n'était pas question que la Nouvelle-Calédonie, devant toutes les nations du Pacifique, devant tous les territoires du Pacifique, donc défile derrière le drapeau français. Donc le Premier ministre de l'époque, François Fillon, avait décidé, en accord avec les partis politiques, qu'il y aurait un double pavoisement, donc le pavoisement, le drapeau indépendantiste et le drapeau français, mais ce n'est pas une solution pour le moment. Pour le moment, c'est une juxtaposition sans qu'il y ait une officialisation d'un quelconque drapeau. Alors, l'arrière-plan colonial, on le voit parfois dans la mauvaise conscience des territoires métropolitains face à leurs anciennes colonies. Et je pense en particulier à la magnifique série danoise qui s'appelle Borgen,
vous avez la vie de cette première ministre Birgit Nigborg, hein, qui est évoquée en 2 saisons. Dans la saison 1, à l'épisode 4, hein, vous avez tout l'épisode qui est consacré à cette relation complexe qu'entretient le Danemark avec le Groenland. Hein, et vous voyez cette image où donc, ce Premier ministre, président du gouvernement groenlandais, fait découvrir la réalité du Groenland. Bon, les référendums, ce n'est pas la première fois qu'il y en a eu en Outre-mer. Vous les voyez ici. Bon, il y a les principaux qui sont indiqués. Bon, le 4 novembre n'est pas indiqué parce que le document ne l'a pas inclus. Mais vous voyez que depuis 1957, vous avez eu un certain nombre de référendums. Par exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, en 1974, vous avez eu le référendum aux Comores, hein, donc, qui a donné 3 îles. Le document est faux, c'est inversé. Il y a 3 îles qui étaient pour l'indépendance, 1 qui était contre. En 1977, vous avez eu Aruba, donc Antilles néerlandaises, où 95% de la population a voté pour l'indépendance. Mais finalement, 20 ans plus tard, l'indépendance était prévue en 1996, et finalement, les autorités d'Aruba, en 1994, décident que Aruba ne deviendra pas indépendante, peut-être parce que ce qui s'était passé au Suriname les a inquiétés. L'indépendance du Surinamèse a provoqué des troubles très graves, un conflit très puissant. Il ne faut pas oublier qu'en 1987, il y avait déjà eu un référendum en Nouvelle-Calédonie qui avait été boycotté par les indépendantistes, donc, qui avait été rejeté à 98%, mais il n'y a eu que 59% de taux de participation. En 1995, les Bermudes ont rejeté l'indépendance à 73%. En 2014, Saint-Eustache rejette l'indépendance à plus de 99%. Et donc, le 4 novembre, les Néo-Calédoniens rejettent l'indépendance à plus de 56%. Donc, par rapport à l'indépendance, vous voyez la situation ambiguë des Outre-mer. Ils cherchent une autonomie pour certains, mais en même temps, on ne veut pas aller jusqu'au bout, et peut-être donc pour la Nouvelle-Calédonie, un statut intermédiaire de souveraineté partagée pourrait être la solution, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Alors, voyons comment maintenant l'Union européenne gère cette Outre-mer et essayons de bien comprendre la distinction fondamentale du point de vue de Bruxelles entre ce qui est intégré à l'Union européenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les régions ultrapériphériques, et ce qui n'est qu'associé à l'Union européenne, c'est-à-dire les pays et territoires d'outre-mer. Pour faire comprendre cette distinction, j'ai construit ce schéma dans lequel, au centre, donc en blanc, ce cercle blanc représente en fait le territoire européen de l'Union européenne. Autour, la première auréole représente les régions ultra-périphériques. 4 800 000 habitants, à peu près 100 000 km². Ces régions ultra-périphériques, elles font partie de l'espace communautaire. Elles sont totalement dans l'espace communautaire. Alors vous voyez, quand il y a des débats sur est-ce que la Turquie pourrait intégrer l'Union européenne, est-ce que la Turquie est dans l'Europe, bon, on ne s'est pas posé la question à propos de la Réunion ou de la Guadeloupe, qui font complètement partie de l'Union européenne et qui ne sont pas du tout sur le continent européen. Donc la limite de l'Union européenne, en fait, c'est ce cercle rouge que vous voyez ici. Au-delà, vous êtes dans cette deuxième auréole qui représente les PTOM, les pays et territoires d'outre-mer. Ce sont des territoires qui appartiennent à des États de l'Union européenne, mais qui n'appartiennent pas à l'espace européen, à l'espace communautaire, qui ne sont qu'associés, et dans lesquels vous allez trouver tout l'outre-mer britannique, donc Falkland, Bermudes, etc. Il y en a 15. L'outre-mer néerlandais, l'outre-mer danois et les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie pour la France. Donc Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis, les TAF, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy. Ce système concentrique n'est pas propre à la France. Si on regarde la gestion de l'outre-mer par les États-Unis, vous avez le même dispositif. Aux États-Unis, vous avez premièrement
un territoire ultramarin qui est intégré à l'Union, c'est l'État fédéré d'Hawaï, qui a été admis dans l'Union en 1959. Deuxièmement, deuxième auréole, vous avez ce qu'on appelle des territoires non intégrés, c'est-à-dire qui ne sont pas incorporés, qui ne sont pas inamoviblement sous souveraineté des États-Unis et qui jouissent d'une certaine autonomie. Et dans ces territoires non intégrés, on peut faire deux sous-auréoles, en fait. Ceux qui sont dits organisés, c'est-à-dire que le Congrès des États-Unis a voté une loi organique qui définit de manière formelle leur système de gouvernement. C'est le cas de Porto Rico, de Guam, des îles Vierges des États-Unis ou des Mariannes du Nord. Et un territoire qui est non incorporé et non organisé, c'est-à-dire les Samoa américaines, avec une législature bicamérale qui est totalement indépendante du Congrès des États-Unis. Donc deux auréoles et la deuxième avec deux sous-parties. Bon, et en dehors de ces contrées habitées, vous avez un certain nombre d'îles inhabitées, non incorporées, non organisées dans le Pacifique. C'est Baker, Holland, Jarvis, Midway, Wake, tout ce qui se trouve au nord-ouest de l'archipel des Hawaï. Voyons maintenant, zoomons maintenant sur ce qui est ultramarin et ce qui est assimilé à l'Union européenne, ce qui fait partie du territoire européen, c'est-à-dire les 9 régions ultra-périphériques, donc Outermost Regions en anglais, OMR en anglais. Vous les voyez ici, classés en fonction de la distance, de 900 km à 9300 de leur capitale nationale. Alors vous remarquez que ce sont des territoires qui sont très disparates, notamment en termes démographiques. On va d'un taux de fécondité extrêmement faible, Canaries 1,5 enfants par femme à 5 enfants par femme à Mayotte. On a un chômage qui est fort, globalement, et surtout, on est très en dessous de la moyenne européenne en termes de PIB par habitant. Ce sont des régions qui sont, sur le plan économique, qui font partie des régions en retard par rapport au développement économique de l'Europe. Vous les voyez ici sur cette carte. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont les régions où on est en dessous de 90% du PIB moyen par habitant européen. Et donc vous avez l'outre-mer qui est ici, les régions ultra-périphériques ici, et donc avec la même couleur que l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est. Et donc ces régions vont bénéficier, compte tenu de leur retard économique, vont bénéficier des fonds structurels. Des fonds structurels qui sont colossaux. Vous voyez par exemple on va voir une première réalisation financée à 10% par les fonds structurels européens, c'est la nouvelle route du littoral à La Réunion, qui est en train d'être achevée, qui est un ouvrage gigantesque, c'est plus de 10 km de viaduc, qui permet d'éviter cette route littorale qui avait été mal conçue dans les années 60, puisqu'on l'a construite au pied d'une falaise instable, qui a causé pas mal de morts à chaque fois qu'il pleuvait. Bon, il y avait des rochers qui s'écroulaient, et donc on bascule la route côté mer, lorsqu'il pleut plus de X millimètres, bon, ça pose de gros problèmes, elle est fermée plus d'une quinzaine de jours par an, et par malchance, elle sépare la capitale du port, de la ville du port, qui est le port de La Réunion. Donc c'est vraiment le poumon de l'île qui est fermé. Donc on est en train de construire cet axe à financer à 10% par l'Union européenne, de même que l'Union européenne a financé par le FEDER à hauteur de presque un quart le nouveau système de transport en commun à site propre, donc avec ces bus à haut niveau de service en Martinique, qui a été donc ce service de bus de transport en commun a été inauguré il y a 2 mois, après 2 années de combat entre la collectivité martiniquaise et puis l'État et puis l'Union européenne. Bon, finalement, ça s'est fait. Donc, si on fait l'addition 153 millions plus 87 millions, eh bien, en fait, on arrive, juste pour le financement de ces 2 infrastructures, au financement du FED, du Fonds européen de développement, pour 6 ans de tout l'ensemble des PTOM. Donc, vous voyez, les PTOM reçoivent en 6 ans c'est le financement de ces 2 réalisations par l'Union européenne. Ce qui vous donne une idée, alors vous voyez ici donc, un tableau des PTOM, donc vous les voyez ici, les PTOM britanniques, les PTOM français, dans lesquels il y a la Polynésie française, les PTOM néerlandais et danois. Vous voyez ici le montant du 11e FED, 230 millions d'euros, c'est juste ce qu'a coûté le financement
des deux infrastructures que je viens de vous montrer. Alors, ce fonds européen de développement, qui est beaucoup plus faible, vous l'avez compris, que les fonds structurels qui s'appliquent aux régions ultrapériphériques, bon, il finance des opérations, bien sûr. Et c'est l'Union européenne qui est partout dans le monde, partout présente. Vous voyez ici, par exemple, récemment, bon, l'Union européenne a financé, grâce au programme INTEG, grâce à la CPS, a financé donc, cette plateforme de tri sélectif à Wallis et Futuna. C'est l'Union européenne qui finance actuellement les travaux que vous avez dans Papeete d'extension des eaux usées, dont vous avez vu peut-être du côté du gouvernement, du côté de la Poste centrale, vous avez vu donc, ces panneaux, donc avec ce 11e FED. Mais ça n'a rien à voir en termes d'importance avec le poids des financements qu'on trouve dans les régions ultrapériphériques par l'équivalent, par le FEDER. Ça nous amène à réfléchir à la question de la mobilité statutaire de l'outre-mer français et de la réflexion pour savoir pourquoi on change de statut, pourquoi on change de statut au niveau, pourquoi récemment il y a eu des changements de statut à la fois au niveau bruxellois et au niveau national, quels sont les éléments qui interviennent dans le choix d'une intégration ou d'une association à l'Union européenne. Intégration, je répète, région ultrapériphérique, association, pays et territoires d'outre-mer. Bon, les choix sont liés au contexte régional, à la structure économique du territoire, à la démographie, au niveau de développement et donc à la possibilité ou pas de bénéficier des fonds structurels. Alors par exemple, Saint-Barth, qui est la collectivité ultramarine la plus riche aujourd'hui en termes de PIB par habitant, qui a un niveau de PIB équivalent à une région riche de métropole, eh bien, Saint-Barth n'avait aucun intérêt à être une région ultra-périphérique parce que de toute façon, elle n'était pas éligible aux fonds structurels. Et donc Saint-Barth a préféré un autre statut, qui est le statut de PTOM. Donc Saint-Barth, en 2012, a demandé à quitter le statut de RUP pour être PTOM, tout simplement parce que Saint-Barth, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son autonomie fiscale. Ce n'est pas d'avoir des fonds structurels, elle ne peut pas les avoir. Par habitant, les fonds structurels sont 8 fois plus élevés que les subventions du FED. Donc, il y a un enjeu, bien sûr, financier. Et quand, à l'inverse, Mayotte passe du statut de PTOM au statut de RUP en 2014, il y a l'idée qu'on va bénéficier des fonds structurels. Et en mobilité en droit interne, vous avez aussi des exemples qui sont intéressants. Saint-Barth et Saint-Martin, qui ont été détachés de la Guadeloupe en 2007, sont devenus des collectivités d'outre-mer. Et Mayotte est passé du statut de collectivité d'outre-mer à celui de département d'outre-mer en 2011. Alors vous voyez, tout ça est complexe, et surtout, dans le raisonnement des Français, ce qui pose problème, c'est qu'en France, la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir des collectivités ultramarines des deux statuts, des RUP et des PTOM. Tous les autres pays, Espagne, Portugal, les Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni, ont soit des RUP, soit des PTOM. Et en France, on a assimilé les régions ultrapériphériques au département d'outre-mer et les PTOM aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. Ce qui est faux. Il n'y a pas un calque du statut européen avec le statut national. Il y a juxtaposition de deux statuts. Et par exemple, prenons le cas de Saint-Martin et Saint-Barth, qui sont deux collectivités d'outre-mer. Donc, du point de vue de Paris, c'est deux statuts équivalents. Eh bien, Saint-Martin est une région ultrapériphérique, Saint-Barth est un PTOM. Donc, attention à ne pas faire de confusion là-dessus. Alors, Saint-Barth, vous voyez, non éligible aux fonds structurels. Bon, Saint-Barth, effectivement, vous avez un tourisme de luxe, vous avez un PIB par habitant qui est très très élevé. Bon, là, les fonds structurels ne peuvent pas agir. Alors, on va s'intéresser à un outre-mer qui est particulièrement intéressant en termes d'évolution. C'est l'outre-mer néerlandais que vous voyez ici. Donc 6 îles, ce qu'on appelle les îles sous le vent, Aruba, Curaçao et Bonaire, donc près de l'Amérique du Sud. Et dans les îles du vent, Saint-Martin, Saba et Saint-Eustache.
Alors c'est un outre-mer qui a évolué d'une manière très étonnante, parce que c'est un outre-mer qui a été balkanisé. Jusqu'en 1986, on parlait d'Antilles néerlandaises. En 1986, Aruba se détache des Antilles néerlandaises, et donc on a d'un côté Aruba, de l'autre les 5 autres îles. Ces îles-là ne s'entendent pas. En 2010, tout ça explose. Depuis 2010, vous avez 6 entités différentes, avec 2 statuts par rapport aux Pays-Bas totalement opposés. Vous avez Aruba, Curaçao et Saint-Martin qui constituent les 4 États fédérés de la Fédération des Pays-Bas, du Royaume des Pays-Bas, et vous avez les 3 plus petites îles, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, qui ont opté pour une intégration aux Pays-Bas, qui ont été assimilées à des communes à statut particulier de Hollande du Nord, c'est-à-dire Amsterdam, et qui demandent leur assimilation à l'Union européenne, et donc le gouvernement des Pays-Bas a demandé la transformation de ces 3 îles de PTOM en régions ultra-périphériques. Le cyclone Irma a joué un rôle dans l'évolution statutaire, ou du moins dans la réflexion sur l'évolution statutaire de ces îles qui appartiennent aux Pays-Bas, parce que, en fait, le gouvernement néerlandais a conditionné le déblocage des fonds pour la reconstruction de la partie néerlandaise de Saint-Martin à la création d'une chambre d'intégrité pour lutter contre la corruption. Et d'ailleurs, il a imposé une police fédérale néerlandaise pour lutter, pour contrôler les frontières, parce que la peur des Pays-Bas, c'est qu'arrivent des travailleurs clandestins sur les chantiers de reconstruction, et que la reconstruction ne soit pas aux normes, donc on se retrouve à nouveau dans une situation où on a des malfaçons et une vulnérabilité très forte au cyclone. Et dernière étape de cette réflexion, de ces péripéties néerlandaises aux Antilles, eh bien, en 2018, la gabegie, la corruption de Saint-Eustache fait que le gouvernement néerlandais a décidé de placer Saint-Eustache, a dissous le gouvernement local et a placé Saint-Eustache sous tutelle néerlandaise, donc il n'y a plus du tout d'autonomie. Le problème des Antilles néerlandaises se pose aussi en matière d'intégration de cette population au sein du territoire des Pays-Bas, du territoire européen des Pays-Bas. Vous avez actuellement un tiers des Antillais néerlandais qui résident sur le sol européen des Pays-Bas. Vous voyez leur localisation ici, donc ils sont concentrés dans les grandes villes, essentiellement Rotterdam, La Haye, Amsterdam également. Bon, cette communauté, elle est visible. Elle est visible aux Pays-Bas. Il y a le fameux carnaval antillais de Rotterdam qui est très célèbre. Bon, vous avez le fameux musée, le Tropenmuseum d'Amsterdam, qui est un musée très intéressant, qui était un musée colonial, qui est devenu un musée des peuples autochtones, des peuples opprimés, un musée de la décolonisation, on peut dire. Et il y a tout un débat aux Pays-Bas sur le problème de l'assimilation de ces populations ultramarines, parce que, contrairement à la France, les Pays-Bas ont des statistiques ethniques. Vous avez donc dans le service statistique néerlandais la distinction entre les autochtones et les allochtones. Et donc on a des chiffres très, très précis sur la délinquance, sur le niveau de vie des Antillais aux Pays-Bas. Et ce qu'on voit, c'est que les Antillais aux Pays-Bas ont une réussite scolaire très faible, ils ont des niveaux de délinquance très élevés, ils ont du mal à s'intégrer et leur niveau scolaire est très bas. Et ce qui remet en question toute l'autonomie de l'enseignement qu'on a accordé aux Antilles néerlandaises. Voyons maintenant un autre élément qui est important, ce sont les effets du Brexit. Les effets du Brexit sur l'outre-mer, les outre-mer européens. Bon, avec le Brexit, normalement, vous avez 12 PTOM britanniques qui vont partir. Ça va forcément affaiblir ce groupe des PTOM, dans lequel fait partie la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. C'est pas bon pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pas bon pour la Polynésie française. C'est pas bon parce que, sur les questions d'outre-mer, les Britanniques étaient alliés avec la France. Même histoire coloniale,
des territoires outre-mer, et donc la France perd un allié. Et il n'y a plus que 5 pays au niveau européen pour défendre cet outre-mer. Alors, ça pose aussi la question de savoir ce que va devenir le statut de PTOM. C'est un statut un peu bizarre, hein, parce que c'est un statut, bon, vous n'êtes pas assimilé à l'Union européenne, vous êtes associé, finalement vous bénéficiez d'un fonds européen de développement du FED, qui est en fait le fonds destiné aux pays ACP, les 80 pays ACP. Est-ce qu'on va vers une association plus... Enfin, est-ce qu'on va vers un statut plus proche des régions ultrapériphériques? Est-ce qu'on va avoir à terme une intégration des PTOM aux régions ultrapériphériques ou on va chercher quelque chose? Bon, tout ça, hein, ce sont des questions qu'on va se poser. Et ce sont des questions aussi qui vont avoir... Enfin, le départ du Royaume-Uni va avoir aussi un effet financier. Le Royaume-Uni, c'est un des grands contributeurs du budget européen et bien sûr du budget du FEDER et du FED. Et donc, forcément, hein, ça va se traduire par une baisse des aides et une baisse des fonds structurels dans les régions ultrapériphériques, baisse des aides du FED dans les PTOM. Et puis, alors là, c'est encore plus compliqué de savoir les effets, hein, c'est la question de savoir comment les pays à proximité de ces outre-mer vont redéfinir leur relation avec cette outre-mer. Parce que vous allez avoir certains grands États voisins de l'outre-mer qui vont redéfinir leur relation commerciale avec le Royaume-Uni, ce qui va avoir des conséquences sur la redéfinition, sur les relations commerciales avec les pays qui restent dans l'Union européenne. Alors ça, on n'en sait absolument rien. Bon, ce qu'on sait, c'est que si le Brexit aboutit, hein, bon, vous allez avoir un certain nombre de canards boiteux de PTOM qui vont disparaître, avec des réputations sulfureuses. Vous voyez quelques caricatures sur les Antilles britanniques, les îles Caïmans ou les îles Vierges britanniques, en particulier le scandale Appleby. Vous voyez ces réfugiés ici, ces migrants, hein, réfugiés sur cette île tropicale, ou ces dollars qu'on cache sous le sable, sous les cocotiers. Bon, c'est une réputation sulfureuse qui est juste. Hein. Les ONG, les grandes organisations, FMI, etc., Banque mondiale, donc mettent régulièrement sur la liste des paradis fiscaux les PTOM britanniques. Hein. Vous voyez ici quelques exemples. Alors on est aux îles Caïmans ou ici dans les îles Vierges britanniques, British Virgin Islands. Hein. Bon, c'est des zones de faible pression fiscale, de non-pression fiscale, c'est des zones de blanchiment d'argent, on le sait, hein. C'est de notoriété publique, mais la politique britannique vis-à-vis de son outre-mer, ça a été que son outre-mer ne lui coûte rien. Et elle a fermé les yeux sur la manière dont son outre-mer se débrouillait. Donc aujourd'hui, effectivement, pour le budget britannique, l'outre-mer ne coûte pas grand-chose. Alors il y a eu le scandale de l'aéroport de Sainte-Hélène l'an dernier, mais bon, c'est pas grand-chose. Par rapport à ce que coûte l'outre-mer à la France, ça n'a rien à voir. Alors il y a dans l'outre-mer également un enjeu social, et là je montre un tableau pour la France d'outre-mer, la FOM ici, hein, où j'ai mis il y a deux indicateurs que je représentais, le coefficient de Gini, hein, qui est un coefficient qui permet de comprendre, de connaître les inégalités inégalités de revenus au sein d'une population, 0 étant égalité parfaite, ça veut dire que tout le monde gagne la même chose, et 1 étant l'inégalité complète, c'est-à-dire une personne gagne tout et les autres ne gagnent rien. Donc, avec ce coefficient, on peut classer les pays et les territoires en fonction de leur inégalité. La France est à 0,29, ce qui montre que la société française est encore assez égalitaire, malgré ce qu'on en dit. Mais vous voyez que les outre-mer sont beaucoup plus élevés, et en fait, l'outre-mer français est dans une situation plus proche de l'Amérique latine que des pays européens, qui sont les pays où l'égalité sociale, l'égalité en termes de revenus, est la plus forte. Alors un autre indicateur de ce problème social qui se pose en outre-mer, c'est la question de l'habitat, de la précarité. Et vous savez que dans le cadre de la politique de la ville, on a mis en place un nouveau système de zonage des quartiers, qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV. Et donc on a fait des zonages, et vous voyez en France, vous avez 7% de la population qui habite dans ces quartiers difficiles, 7%. Ben vous voyez en Polynésie, vous avez 26%, donc 3 fois et demi plus. 66%
à Saint-Martin, à Mayotte, pardon, 20% à La Réunion, 28% à Saint-Martin, 43% en Guyane. Bon, vous avez des problèmes de logement, des problèmes de richesse qui sont spectaculaires dans l'outre-mer. Un autre enjeu que je veux évoquer ce soir, c'est la question environnementale. Alors d'abord, la question qui est importante, la France possède à peu près 10% des récifs coralliens du monde. C'est considérable. Donc le capital corallien français que la France doit protéger est considérable. Et vous voyez sur cette carte, donc les superficies récifales, les superficies lagonaires, bon, elles sont concentrées essentiellement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Ce sont les deux territoires ultramarins qui possèdent les plus grandes surfaces récifales et lagonaires. Vous voyez ici la ZE de la Nouvelle-Calédonie avec ses surfaces récifales totalement gigantesques, à la fois le grand lagon calédonien avec sa grande barrière, le récif d'Entrecasteaux, le récif Bellona, les îles Chesterfield, donc à l'ouest. Bon, ça donne à peu près une surface lagonaire 3 fois supérieure à celle de la Polynésie. Mais vous voyez que les problèmes, la qualité des récifs coralliens est bonne dans le Pacifique. Vous voyez cette échelle qui vous montre la qualité, on est dans le vert dans le Pacifique. En revanche, c'est moins bon à La Réunion et c'est pas bon du tout dans la Caraïbe, où là les récifs sont en situation de sursis, que ce soit par les questions d'érosion, par la question du chlordécone, par d'autres pollutions liées à l'urbanisation qui est très forte. Donc là, il y a un enjeu environnemental sur la préservation des récifs coralliens qui est capital dans ces territoires. Il y a aussi un autre enjeu qui est, et là il est plus géopolitique, c'est la question des aires marines protégées qui ont tendance aujourd'hui, alors hélas la carte est, enfin, la vidéoprojection n'est pas très bonne. Vous avez aujourd'hui une multiplication de ces aires marines protégées à travers le monde, qui sont de plus en plus vastes, 500 000 km², 1 million de km², etc., qui ont tendance à se développer et qui cachent parfois des enjeux géopolitiques. Alors je pense en particulier, et je reviens aux Chagos, les Chagos, en fait, les Britanniques, en fait, ont créé à toute vitesse une aire marine protégée aux Chagos en 2010. Et en fait, on s'est rendu compte par les révélations de Wikileaks que les Britanniques avaient créé cette aire marine protégée de manière à pouvoir avoir un argument de poids pour empêcher le retour des Chagossiens. On a une aire marine protégée, il ne faut pas qu'il y ait de population. Donc vous avez des enjeux géopolitiques qui sont très forts derrière la création de certaines aires marines protégées, en particulier états-uniennes dans le Pacifique ou britanniques dans l'océan Indien. Autre enjeu, la question de la vulnérabilité aux aléas climatiques. Bon, vous savez que le risque, c'est un aléa, qui est donc un phénomène naturel, et une vulnérabilité qui est, elle, sociale, politique, etc. Vous voyez ici une photo des îles Vierges britanniques après le passage d'Irma. La capitale, Rodtown, a presque été complètement détruite. Les dégâts ont été même supérieurs à la partie française de Saint-Martin, ou à la partie néerlandaise. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, en particulier lorsqu'on a analysé les dégâts, les différences de dégâts entre Saint-Martin et Saint-Barth, c'est que les dégâts ont été plus importants à Saint-Martin, tout simplement parce que les malfaçons dans la construction étaient beaucoup plus fréquentes, parce qu'il y avait un grand laxisme en matière d'urbanisation, parce qu'on a affaire à une collectivité qui est en partie corrompue. L'ONG Transparency International a classé Saint-Martin comme la collectivité française la plus corrompue en 2017. Vous avez une corruption à tous les niveaux, plus la population qui a refusé le plan local d'urbanisme. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est que face à l'aléa naturel, on n'y peut rien. Mais on peut réduire la vulnérabilité en mettant des mesures d'alerte, etc., mais aussi en prenant en appliquant des règles d'urbanisme et en faisant en sorte que le gouvernement fonctionne, les administrations fonctionnent et ne sont pas corrompues. Et c'est ce qui explique la création, par exemple, de la chambre d'intégrité
à Saint-Martin que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Un autre enjeu qu'on peut évoquer, presque pour terminer, c'est la question de la démographie, de la déferlante migratoire sur certains territoires. Et je pense en particulier à la situation inextricable de Mayotte. À partir du moment où vous coupez en deux un archipel et que vous avez d'un côté un territoire qui est misérable et de l'autre vous allez avoir un territoire qui va bénéficier des transferts français, il est normal que les Comoriens cherchent à aller du côté français et notamment cherchent à accoucher dans les maternités de Mayotte, en particulier la maternité de Mamoudzou, qui est la plus grande maternité de France, 10 000 naissances par an. Donc, 10 000 naissances par an, au point qu'aujourd'hui, on parle d'un statut extraterritorial de la maternité de Mayotte qui ferait que les femmes qui accoucheraient dans la maternité de Mayotte n'accoucheraient pas sur le sol français et donc leurs enfants ne seraient pas français et donc on pourrait les expulser tout de suite après leur accouchement. Bon, vous voyez, en termes démographiques, l'évolution de ce département d'outre-mer. Regardez ici le nombre de naissances vivantes qui n'a pas cessé de croître. De 4 000 au début des années 90, on est passé à 10 000 aujourd'hui. Regardez l'évolution de la part des étrangers dans la population. On est à plus de 40% aujourd'hui. On était dans les années 90 on était à moins à une quinzaine de pourcents. Regardez le lieu de naissance des mères aujourd'hui. Bon, les mères sont majoritairement nées aux Comores. Vous voyez ici ce document. 70% des mères qui viennent accoucher sont nées aux Comores. Donc c'est une situation qui est explosive avec des décasages, une population qui se révolte, qui fait des descentes dans les quartiers des Comoriens. Bon, c'est une situation qui est totalement extraordinaire dans la République française. Bon, et je terminerai sur un clin d'œil aux amateurs de rugby pour évoquer, à côté de ces migrations, cette déferlante migratoire, une migration assez étonnante. C'est la migration des rugbyman wallisiens et foutuniers en métropole. Alors là, je me suis un peu amusé dans cet ouvrage pour essayer de voir comment, en fait, ce petit territoire d'un peu plus de 10 000 habitants, où vous avez deux fois et demi plus de Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie qu'à Wallis. Donc à Wallis, il y a un peu plus de 10 000 habitants. Comment ce territoire peut avoir une quarantaine de joueurs de rugby jouant donc en top 14 ou en Pro D2? Comment on peut avoir sur 12 000 habitants 200 joueurs de rugby jouant dans toutes les catégories en France métropolitaine? Comment se fait-il que sur les 50 meilleurs lanceurs de javelot français, il y en a une vingtaine qui sont wallisiens? Bien, ça c'est quelque chose qui est lié à leur stature et c'est quelque chose aussi qui est lié à leur statut, puisque à la fin du protectorat en 1961, Wallis donc, est devenu un territoire d'outre-mer. Les Wallisiens ont commencé à faire leur service militaire. Ils avaient beaucoup envie de partir en métropole. Leurs qualités athlétiques ont été repérées quand ils étaient en régiment et donc les premiers sportifs wallisiens en fait, ont été repérés par les instructeurs militaires. C'était des lanceurs de javelot. On a eu des Pénicio Lutui, des Tuita, des Lacafia, qui sont devenus des grands lanceurs de javelot, qui ont fait des grandes compétitions, qui ont été recommandants de France. Et aujourd'hui, en fait, vous avez le passage de l'athlétisme au rugby. D'ailleurs, Lacafia, ses deux fils, Lacafia qui a été aux Jeux Olympiques de 84 au javelot, donc à Los Angeles, ses deux fils sont des joueurs de rugby de top 14, enfin rugby à 15 et rugby à 7. Voilà, je terminerai là-dessus et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre écoute.